Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Bourse Focus, le magazine des produits et services proposés par Boursorama Banque. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Alexandre Taïeb, gérant allocataire chez Sycomore Asset Management. Bonjour Alexandre. Bonjour Laurent. On se retrouve pour ce point à mi-année de la gestion pilotée du contrat d'assurance vie Boursorama Vie et des mandats pilotés par Sycomore Asset Management. Premier constat, au cours du premier trimestre, Alexandre, on a eu un marché avec une orientation qui reste plutôt positive mais des volumes faibles, une hausse très, voire trop concentrée sur certaines valeurs. Est-ce que ce scénario a évolué sur la seconde partie du premier semestre ou c'est plus ou moins la même histoire qui s'est écrite sous nos yeux ? Alors, dans les grandes lignes, on va dire que c'est quasi intact. Oui. Maintenant, il y a quelques éléments qui ont changé. Le premier qu'on peut noter, c'est ce qui a probablement secoué, entre plein de guillemets, le plus le marché, qui est le changement de discours de la Banque centrale américaine. Oui. Où elle dit que finalement sa pause sera peut-être un peu plus courte que prévu et qu'il y a la place pour 1 à 2 hausses de taux d'ici la fin de l'année. Donc ça, le marché s'y attendait pas forcément. Ça, c'est le premier point. Mais ensuite, sur les grands indicateurs économiques, bon, on voit que le premier point, c'est l'inflation. Elle continue de décélérer petit à petit. Les indicateurs de croissance tiennent relativement bien. On n'est pas dans ce qu'on peut appeler une récession à proprement parler aujourd'hui. Et ralentissement, on peut dire ? Oui, alors oui, on peut dire qu'on est en ralentissement, mais ça finalement on le savait dès le début de l'année. On était à peu près. Et donc en fait c'est le différentiel entre l'attente d'une récession en début d'année et finalement ce faible ralentissement dans les faits qui fait que le marché est monté. Et le dernier point qui a peut-être un peu changé, c'est que effectivement une grande partie de la hausse s'est faite sans volume. Mais on observe quand même un mouvement de réallocation, que ce soit chez les gérants ou chez les particuliers, ou même chez les hedge funds, sur les actions sur le mois de mai-juin. D'accord. Donc il y a eu notamment l'engouement sur l'intelligence artificielle qui a un peu tiré tout ça vers le haut. Et donc je pense que la plupart des acteurs de marché avaient peur de rater une deuxième jambe de hausse. FOMO, hein ? Ouais, exactement. Et donc, Fear of missing out. et donc sont revenus sur le marché. Maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est à quel point les indicateurs économiques ralentissent dans la deuxième partie de l'année. Oui. Et le plus gros risque, on va dire, à mon scénario principal, ce serait que les indicateurs de croissance continuent de se détériorer, mais que l'inflation tienne assez élevée. La stagflation, c'est ça ? Exactement. Dans les années 80 ? Exactement. Donc là, on serait en stagflation, ce qui justifierait en plus un certain dogmatisme des banques centrales, qui pour moi est un risque très important. C'est-à-dire qu'en fait, quand on constate les chiffres, 3%, 3,5%, au maximum 4% d'inflation, bon, on peut vivre avec, d'autant qu'on la voit décélérer. Mais si les banques centrales continuent d'être focalisées sur cet objectif de 2% d'inflation à tout prix, alors même qu'on sait qu'on ne pourra pas l'atteindre avant 2025, c'est un peu compliqué. Alors il y a le risque qu'il y ait 1 ou 2 hausses de taux de trop. La hausse de trop, hein, c'est ce qui nous effraie un peu. C'est un peu le gros risque, le risque entre guillemets à la Trichet, où on fait la dernière hausse de taux qui est celle de trop. Justement, transition toute trouvée, lors de notre dernier point, vous avez dit, voilà, on s'attend à ce que Powell relève les taux une dernière fois, une pause longue, dans longue, on était presque sur 1 an, et puis, vous l'avez dit Alexandre, ça a surpris ce discours toujours offensif des banques centrales de part et d'autre de l'Atlantique. La BCE continue à remonter, et Powell a dit, vous l'avez dit, peut-être 2 hausses de taux encore à venir. La vraie question maintenant, et je ne vous ai pas de boule de cristal, mais est-ce que c'est coup de bluff pour pas qu'il y ait de la complaisance trop rapidement sur les marchés, ou est-ce que ce risque-là, en même temps vous avez déjà un peu répondu, c'est peut-être aujourd'hui ce qu'il faut surveiller de plus près ? Alors oui, c'est ce qu'il faut surveiller. Je balaye la BCE assez vite. La BCE est sur des rails. Elle fait ce qu'elle dit. Elle est en retard de quelques mois par rapport à la Fed. Elle peut continuer de resserrer. Il faut faire attention aux indicateurs économiques parce que ceux-là, pour le coup, sont en train de se retourner de manière un peu plus prononcée qu'aux États-Unis. Sur la Fed, je pense que la question n'est pas tellement coup de bluff ou complaisance des marchés, mais un certain maintien de la crédibilité que la Fed a déjà perdu par le passé et qu'elle veut absolument conserver aujourd'hui. On se souvient de l'inflation temporaire qui dure. Hein. Exactement. Et donc en fait, aujourd'hui ce qu'il dit, et ça a été vraiment, pour moi ça a été très étonnant, parce que ce qui secoue le marché, en fait, c'est la publication des minutes de la Fed. Donc on a la conférence de presse, et puis 3 semaines, 1 mois après, on a la publication d'un écrit sur ce qui s'est passé. Dans le détail, ce qui s'est passé pendant ce comité monétaire. Et en fait, dedans, il n'y avait aucune surprise. C'était exactement ce qu'il avait dit, qu'il est, en anglais, data dependent, donc dépendant aux chiffres économiques qui sortent. Donc oui, il y a de la place pour faire 1 à 2 hausses de taux d'ici à la fin de l'année si l'inflation
tient, reste élevé et que les indicateurs économiques restent forts. Mais sinon, la Fed continuera sa pause si elle voit l'inflation décélérer. Et d'ailleurs, je pense aussi qu'il y a une question de dynamique, c'est que le jour où la Fed va effectivement dire « ça y est, j'ai terminé mon cycle de hausse oui. », ce sera vu comme quelque chose d'accommodant. Oui. Donc on n'attend pas du tout, ce qu'il ne faut pas attendre finalement, c'est un pivot. Ce fameux pivot où on commence à baisser dès cette année, dès la fin de l'année 2023, ce que certains espéraient encore il y a quelques mois. Exactement. Donc pour pas que le marché parte sur des plafonds, qu'on soit à nouveau complètement excentrique sur le Bitcoin, sur la non-profitable take, sur plein de choses, la Fed est obligée d'appuyer sur le frein en disant mais attention, oui. si l'inflation reste élevée, on a tout à fait la place pour faire encore quelques hausses de taux. Donc c'est logique qu'elle se positionne dans cet équilibre, disons, ni trop chaud ni trop froid. Juste ce qu'il faut. Voilà pour la macro, si on se place d'un point de vue microéconomique, peut-être d'ailleurs même plus sur un point de vue français. Il y a eu pas mal de faits extra-financiers marquants sur cette première partie de l'année concernant pas mal de sociétés. Je ne vais pas les nommer. Pour moi, la vraie question, c'est est-ce que c'est la preuve pour vous qu'il reste encore du chemin à faire sur le sujet ESG? On rappelle, un Sycomore, les mandats Sycomore sont aussi marqués sous le sceau de l'investissement durable. On parle beaucoup d'environnement, dans durabilité, mais il y a aussi à côté de ça la gouvernance, et on se rend compte dans différents exemples qu'on a pu avoir que ça pêche encore un petit peu. Hein. Oui, tout à fait. C'est vrai que médiatiquement ou en termes de communication, on est moins axé sur la partie extra-financière. Quand on parle d'investissement socialement responsable, on parle moins de la gouvernance, on parle moins du G, on parle du E et du S. Ce qui s'explique assez facilement parce qu'en fait, la gouvernance fait partie inhérente de l'analyse financière, en fait. Et on l'a vu avec les différents exemples qu'on n'a pas cités. Qu'on a tous à l'esprit parce que voilà, nous ont marqué durant cette première partie de l'année. Oui. Mais un souci de gouvernance est typiquement quelque chose qui peut vous créer un moins 50 sur une journée. Ce que ne peut pas vraiment faire ni l'environnement ni le social. Oui. Oui. Donc en fait, le souci de la gouvernance, ou même, c'est encore plus léger, entre guillemets, qu'un souci de gouvernance, un souci de communication, peut créer la confusion sur le marché et des ventes massives à cause d'une incompréhension. Oui. Donc ça peut être une mauvaise communication sur un bilan, ça peut être des transactions qui ne sont pas éclaircies entre les différentes parties prenantes de la boîte dans la chaîne de valeur. Ça peut être énormément de choses comme ça. Et aujourd'hui, on voit quand même un certain activisme des vendeurs à découvert qui ne se gênent pas pour sortir des rapports assez rapidement, on l'a vu récemment. Et donc ça, tout de suite, ça crée un précédent. Donc aujourd'hui, la gouvernance doit être au centre des problématiques des entreprises, premièrement. Et deuxièmement, et je réponds à votre question, il y a encore énormément de progrès à faire, effectivement, que ce soit en Europe, mais aussi dans le monde entier. Je vais même vous dire, en Europe, on est probablement un petit peu en avance. D'accord. Par rapport à des pays comme les US ou le Japon, qui sont en train de faire ce travail, petit à petit. Mais donc oui, la gouvernance est essentielle, mais je la retirerais presque de la partie ISR, en disant, dans votre analyse financière, si vous n'avez pas fait l'analyse de la gouvernance, elle est incomplète. Quelque chose d'important. Tout à fait. Voilà sur ce bilan. À l'heure de relever les compteurs pour les mandats de la gestion pilotée, qu'est-ce que ça nous donne? Quels sont les mandats qui se sont le mieux comportés? Alors après une année 2022 très compliquée sur tous les profils de gestion, cette année, évidemment, de bien meilleures factures sur les 3 mandats. D'accord. Le premier point sur le mandat prudent, sur le profil prudent, on va finalement profiter du rendement beaucoup plus attractif des obligations et notamment des obligations d'entreprise. On a parlé, dernier point. Voilà, on commence à avoir plutôt de bons rendements, ce qui finalement permet de prendre moins de risques sur le marché action tout en ayant une performance tout à fait satisfaisante. Et la partie dynamique profite évidemment du dynamisme justement du marché action. Donc les 3 se comportent bien. On a des performances qui sont comprises entre 5 et 10% sur la première partie de l'année, ce qui nous semble correct. 5% sur la partie prudente, c'est plutôt de bonne facture à mi-année, d'autant que le rendement des obligations est à peu près autour de ça. Donc en fait, si je dois aller un petit peu plus loin, je dirais que récemment on a commencé, malgré un scénario qui est plutôt positif, on a commencé à prendre un petit peu de profit, de réallouer une petite partie de l'exposition action en obligataire. D'accord.
sécuriser un petit peu une partie des gains. Pour passer l'été avec l'esprit un peu plus tranquille. Alors justement, passer l'été avec l'esprit tranquille, la dernière fois on s'est vu, on dit qu'il y avait a priori peut-être, en tout cas vous étiez confiant sur le fait qu'il y avait plutôt des bonnes surprises à attendre sur les résultats semestriels des entreprises. Alors là, voilà, je vous le dis juste avant de partir en vacances, vous êtes toujours sur cette opinion? C'est toujours le cas. Ouais. Il y a un élément qui a changé, c'est que je ne suis pas le seul à être confiant apparemment. Donc, les attentes ont été révisées en hausse. Ouais. Donc ça, c'est le premier point. Il faut faire attention. Disons que cette saison de résultats va être regardée. On attend que les sociétés délivrent. Les attentes ne sont pas au plafond. Mais elles ont été remontées par rapport à la dernière fois où on s'est parlé. Et il y a un deuxième point, c'est sur le secteur notamment, donc tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, mais la tech en général, j'allais dire, des semi-conducteurs ou logiciels. On a eu ce qu'on appelle une expansion de multiples, c'est-à-dire que les prix des actions ont augmenté, alors qu'on n'a eu aucune publication. Donc les bénéfices n'ont pas augmenté en théorie. Donc là, pour ce secteur-là, ces secteurs-là spécifiquement, finalement, ces entreprises sont dans l'obligation de délivrer. Si elles ne délivrent pas, là, il risque d'y avoir une baisse un peu plus marquée que sur les autres secteurs où les attentes sont un peu atones. Bon, en tout cas, on reste sur cette confiance. Pour finir, justement, comment vous abordez ce second semestre, en tout cas les 3 mois à venir? Quels sont finalement les scénarios d'investissement, les points de vigilance? Alors, sur le scénario principal d'investissement, c'est quand même que globalement, on a un environnement qui est positif, aussi bien pour le marché obligataire que pour le marché action. Sur le marché obligataire, on pense que les taux sont à peu près au pic, c'est-à-dire que même s'il reste une à 2 hausses de taux, les banques centrales ont quasiment fini leur cycle de hausse, du moins dans un premier temps, à moins que l'inflation ne reparte très très haute. L'inflation va continuer de décélérer. La dernière marche qui nous manque finalement, c'est la partie immobilière aux États-Unis, mais il y a une inertie tellement forte que c'est en train de se mettre en place. Bah oui, c'est sûr. Et on devrait avoir des billes dans ce sens-là dans les mois qui viennent. Donc on pourrait avoir des banques centrales un peu moins restrictives, je n'ai pas dit accommodantes, un peu moins on a bien compris. Un peu moins restrictives. Des publications de résultats qui vont normalement plutôt être bonnes. Donc là, je vois, on va dire 2 ou 3 mois d'été relativement positifs. Maintenant, sur les risques, il va falloir faire attention à plusieurs choses. Le premier, je l'ai dit, c'est le dogmatisme des banques centrales qui, on l'a vu, peuvent secouer le marché très rapidement. Des déceptions sur le secteur de la tech notamment, mais sur d'autres secteurs qui sont très chèrement valorisés aussi. On peut penser au luxe, par exemple. Et le dernier point, c'est que, et c'est un risque pour le coup, le marché depuis le début de l'année a pas mal joué la reprise du cycle, et notamment l'Europe, sur un espoir qui est le plan de relance chinois. Or, on a le Politburo, donc la grand-messe. Voilà, la grand-messe, c'est la dernière semaine de juillet. Je crains qu'on ait des déceptions sur la partie de juillet et qu'en fait, le plan de relance soit repoussé plutôt à la fin de l'année. Vers octobre pour la Chine. Bon, octobre, en tout cas, on part en vacances quand même avec de quoi se maintenir informé parce qu'il va sans doute se passer des choses. Et puis octobre, c'est là où on refera un nouveau point trimestriel. Voilà, merci beaucoup pour ces explications, Alexandre. Merci à vous. Bourse au Focus, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.